Hello, c'est Mathilde. Aujourd'hui, je vous retrouve pour mon premier épisode de podcast. Ça fait des années que j'ai envie de créer un podcast, sauf que je suis du genre à énormément procrastiner, à avoir énormément de projets qui se concrétisent jamais, ce qui est extrêmement frustrant. Mais là, aujourd'hui, je me suis dit, ça fait un bon moment, ça fait plusieurs semaines que j'ai envie. En fait, j'ai écrit dans mes notes des idées de podcast. J'en ai écrit 2 et je vais commencer par celui qui m'inspire le plus. Je n'ai pas écrit de script. Je suis pas du genre à faire ça, même pour mes vidéos YouTube en général, je ne le fais pas. Je préfère être naturelle. Je pense que je vais commencer par me présenter. Donc moi, c'est Mathilde. J'ai 25 ans, bébé 2000. Je suis fan d'astrologie, donc je suis Lion, ascendant Vierge, lunaire Vierge, pour ceux qui connaissent un peu l'astrologie ou qui s'y intéressent. J'ai un copain avec qui je sors depuis plus de 3 ans maintenant, avec qui je vis, et on a 2 petits chats ensemble, Helios et Athéna, que j'ai enfermés dans le salon. Enfin, je me suis enfermée dans la chambre pour pouvoir filmer et enregistrer ce podcast, mais à tout moment, ça va venir gratter derrière la porte et miauler. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du sentiment de se sentir bizarre, en décalage, différent dans ce monde. J'avais envie de le relier à mon enfant intérieur. Et ça, c'est quelque chose, en fait, ça m'a fait rire. Parce que, alors je fais des thérapies depuis très très jeune. La première fois que j'ai vu un psy, je sais plus exactement si j'avais 5 ans ou 8 ans. En tout cas, 8 ans, c'est sûr, parce que j'étais suivie au CMP. Et je suis suivie au CMP depuis mes 8 ans, au final, avec des années de coupure. Encore aujourd'hui, à 25 ans, je suis suivie au CMP et j'ai enfin trouvé une très très bonne psychologue qui est très jeune. Elle a eu son diplôme là au mois de juin, en juin 2025 du coup. Donc je trouve ça vraiment très très cool d'avoir quelqu'un de jeune qui vient d'avoir son diplôme et qui du coup a un peu toutes les nouveautés psy, toutes les nouvelles cartes entre guillemets, contrairement aux 3/4 des psys que j'ai pu avoir qui en grande majorité avaient entre 60 et 40 ans. Donc bien sûr, forcément, ils avaient pas encore... clairement, c'est-à-dire que pour moi, un psychologue, il est censé quotidiennement se renseigner sur les avancées psychologiques, sur les maladies, même si c'est des psychologues et qui sont pas là pour diagnostiquer, ou tout simplement pour pas parler de troubles, mais c'est quand même toujours intéressant de se renseigner, de savoir comment la psychologie évolue, parce que c'est quelque chose qui est très très bas en niveau connaissance, contrairement à la médecine du corps, genre. C'est très très con, mais je préfère préciser que je suis dyslexique et dysorthographique parce que je peux parfois dire des phrases un peu bizarres et je me rends compte au montage, je suis là en mode mais Mathilde, mais c'est pas ça la phrase. Tu n'emploies pas les bons mots. Donc voilà, je préfère préciser, même si je n'ai pas à me justifier. Ça, c'est l'un de mes plus gros problèmes, la justification. Je suis constamment en train de me justifier sur absolument tout. Bref, et à la base, je parlais de psychologue et j'ai dérivé. Mais à la base, ce que je voulais dire, c'est que depuis très 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 longtemps, depuis au moins 5 ans, je dirais que ça fait 5 ans ou 6 ans, je sais pas si c'est pendant le premier confinement, mais j'ai commencé à penser à la moi enfant, penser à la moi petite. En fait, pendant très 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 longtemps, j'ai trigger warning. Je me suis fait du mal pendant très longtemps. Et maintenant, ça fait aussi très longtemps que j'ai arrêté. J'ai rechuté à un moment, mais je tiens. Et en fait, par rapport à ça, par rapport au fait de se faire du mal, j'ai vraiment réfléchi à tout ça et j'ai pensé à la moi enfant. Et en fait, ça m'a fait ultra mal au cœur de penser à la moi enfant et qu'elle se dise, je sais pas, un peu comme si j'avais honte, mais pas vraiment. C'est bizarre comme émotion, comme sensation. Mais bref, j'ai eu beaucoup d'empathie pour la moi petite, pour la moi de 4-5 ans. Et à partir de là, en fait, j'ai compris qu'il fallait que je guérisse mon enfant intérieur pour pouvoir moi aussi guérir. Et c'est marrant parce que depuis ça, j'ai énormément évolué. Vraiment beaucoup. En bien. Rien que, par exemple, il y a aussi, quand je me suis fait diagnostiquer de mes troubles, où, contrairement à ce que beaucoup de personnes peuvent penser, en fait, il y a énormément de personnes qui n'ont pas besoin de diagnostic et il y a aussi énormément de personnes qui ont besoin de diagnostic. Mais je pense que pour parler de ça, j'en parlerai dans un
podcast dédié au diagnostic et au rapport qu'on a au diagnostic, tout ça. Mais du moment où j'ai été, par exemple, diagnostiquée mon trouble borderline, j'ai pu beaucoup plus comprendre mes réactions, beaucoup plus m'analyser, parce que je suis quelqu'un qui m'analyse beaucoup, je m'analyse beaucoup et j'analyse beaucoup les autres aussi, mais je suis constamment en train de m'analyser et en fait de comprendre ce trouble, de me renseigner, de tout ça. J'ai pu trouver des manières de calmer les crises. Bon, déjà, ce qui a fait énormément, c'est mon couple. Parce que mon chéri, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Et il apaise énormément mon trouble borderline. Enfin, depuis que je suis avec lui, ça s'est beaucoup calmé sur plein de choses, sur mon trouble borderline. Et normal, parce que c'est une relation saine. Et du coup, je me sens en sécurité. Du coup, je fais pas de crise sur le fait qu'il va m'abandonner. Enfin, ça peut arriver pour des raisons un peu bateau, parce que le trouble borderline est là. Mais beaucoup moins que dans mes anciennes relations où j'essayais de pousser la personne à me quitter. Parce qu'au fond de moi, je savais que la personne, au final... Enfin bref. Pour revenir à l'enfant intérieur, en fait, depuis 1 mois, j'ai découvert Léa JPLF par le biais des vibrations. J'ai connu donc Léa par le biais de Davy. Et en fait, je suis devenue complètement accro aux vidéos de Léa. Je suis un peu tarée, mais bref. Du coup, j'ai regardé beaucoup de ses vidéos. Et en fait, elle parle beaucoup de son enfant intérieur, de elle petite. Elle a même créé un jeu de cartes qui s'appelle A Petite, que j'ai acheté aujourd'hui. Et que j'en ferai une vidéo YouTube. J'ai envie de filmer une vidéo YouTube avec ce jeu, avec des amis à moi, parce que je trouve ça grave cool. Et en fait, le lien que je voulais faire avec Léa, c'est que vu que son contenu tourne beaucoup donc autour de son enfant intérieur, j'avais pas envie qu'on pense que je la copie ou quoi que ce soit, parce que à la base, je fais déjà ça toute seule et bien avant d'avoir commencé à regarder ses vidéos. Et c'est juste que je me reconnais beaucoup dans ce qu'elle dit. J'écoute aussi beaucoup ses podcasts et pareil, je m'y reconnais vachement. C'était la petite parenthèse que je voulais dire au cas où. Et je voulais aussi faire le lien sur le fait, du coup, donc, le podcast, donc je vais parler de se sentir bizarre ou différente dans ce monde et tout. Et en fait, je voulais aussi parler du lien qu'il y a avec le TDAH, le TSA et en général les neuro-A. Voilà. Personnellement, je me suis toujours sentie extrêmement à part. Mais depuis toute petite. Genre, du moins depuis mes plus lointains souvenirs, je me suis toujours sentie en décalage, différente et aussi énormément rejetée. J'ai connu énormément de harcèlement scolaire, ça a commencé au CP, quand je suis arrivée dans ma ville. Parce que je suis arrivée, j'ai changé d'école pendant les vacances d'avril, en fait. Et je suis passée une petite école de village, où tout le monde se connaissait depuis toujours. Enfin, c'était vraiment une école de village, donc c'était hyper mimi, hyper chill et tout, à une école de ville. Bon, c'est pas une grande ville, genre c'est pas Toulouse, Lyon ou quoi, mais ça reste une ville, et du coup, forcément beaucoup plus de personnes et des mentalités de ville. En plus, c'est une ville de gros bourges où je vis, donc aussi... En fait, c'est ça aussi, c'est que je suis arrivée dans cette école. C'est une école de Bourges, parce que c'est dans un quartier un peu de Bourges, sauf que nous, avec mes parents, on habitait en HLM. D'ailleurs, actuellement, j'habite un peu dans le même quartier, et je le ressens encore, ce côté très bourgeois. Et donc, je suis arrivée dans cette école où, en fait, les 3/4 des enfants étaient des enfants d'eux. Genre des enfants de médecins, des enfants de dentistes, des enfants d'avocats, je sais pas, et de profs. Aussi beaucoup d'enfants d'instit, de profs. Et en fait, dans cette école, il y avait vraiment ce truc de classement social, alors que on parle d'enfants qui ont entre 6 et 10 ans. 11 s'ils ont redoublé, 5 ans si t'es né en fin d'année, enfin bref. Il y avait déjà ce ressenti-là, déjà à cet âge-là, donc avec les enfants et avec les instituteurs. Moi, j'ai eu que des institutrices, mais il y avait aussi énormément ce sentiment avec les instits. Et donc, en fait, le harcèlement a commencé parce que mes parents sont smicards, et aussi parce que, en fait, à cause de ma dyslexie et ma dysorthographie, et aussi mon TDAH, du coup, même si, du coup, les 3 n'étaient pas encore diagnostiqués à cette époque-là, mes 10 ont été diagnostiqués à 10 ans, donc c'était très très tard, et mon TDAH à 8 ans, mais il n'a jamais été pris en compte. Donc au final, c'est comme si je n'avais pas de diagnostic.
En fait, je suis arrivée dans cette école et à mon ancienne école, j'écrivais au stylo plume. J'avais aucun problème pour écrire. Et du moment où je suis arrivée dans cette école, en fait, on m'a directement mis de côté en me faisant recommencer à écrire au crayon de papier. Donc ça a déjà mis un fossé entre les autres enfants et moi, tout simplement. Donc ils ont commencé à être méchants avec moi. Donc le harcèlement a commencé à ce moment-là, mais déjà avant ça, je me sentais quand même déjà en décalage. Pas forcément avec les enfants de ma première école, parce que là vraiment je me sentais bien. J'avais vraiment, tout le monde était mes amis parce que je suis une personne très sociable. Mais par exemple quand j'avais de la famille, des amis d'enfance, il y a quelques amis d'enfance avec qui je me suis sentie vraiment très très bien enfant, il n'y a jamais eu de problème. Mais il y a aussi d'autres amis d'enfance avec lesquels je me suis sentie vraiment en décalage, rejetée. On m'a vraiment beaucoup rejetée dès toute petite. Et donc du coup ça a créé un peu un fossé et ce sentiment d'être bizarre, différente. Surtout que dans ma génération, il y a eu énormément... Enfin, je connais... Non, en vrai, dans mon entourage, j'allais dire je connais plus de personnes qui ont les parents séparés, mais en vrai, non. Je connais plus de personnes qui ont les parents ensemble, mais on va dire que ma génération, c'est la génération dans laquelle où il y a le plus de parents séparés. Mais rien que par rapport à ça, mes parents ils se sont séparés, j'avais 4 ans et demi. Et alors j'ai eu la chance d'avoir mon beau-papa qui arrivait dans ma vie quand j'avais 5 ans, et il l'est toujours. Et lui, ça a été mon sauveur sur beaucoup de points. Et rien que ça, d'avoir les parents séparés, ça a créé aussi un fossé avec les autres enfants que je me suis fait moi-même, surtout. Parce que il y avait une part un peu de jalousie, forcément. J'ai jamais été jalouse en mode à être méchante envers les autres parce que j'étais jalouse ou quoi. Mais j'enviais en fait ces personnes qui avaient des parents ensemble, des parents qui s'aimaient, et qui, moi, à côté, tous les week-ends, un week-end sur 2, je devais faire mes valises et je devais aller chez mon père. Donc, voilà. Et puis, à savoir aussi que mon harcèlement scolaire est en grande partie dû au fait que on me trouvait bizarre. Alors, j'ai jamais compris, quand j'étais enfant, à quel niveau on pouvait me trouver comme quelqu'un de bizarre. Mais à l'adolescence, je sais que c'est parce que j'étais too much. En soi, je le suis toujours, c'est surtout parce que je suis quelqu'un d'hypersensible et que du coup, je vis tout à 1 milliard de pourcents. Aussi, avec mon TDAH et mon trouble borderline qui font que c'est amplifié encore plus qu'avec l'hypersensibilité. J'avais tout simplement aussi des réactions au quotidien explosives et donc du coup, les gens aussi me trouvaient bizarre. J'avais des passions et des choses qui m'intéressaient aussi qui étaient vues comme bizarres. Genre par exemple quand j'étais au collège. En fait, c'est con parce que dans un sens, il y a énormément d'adolescentes, surtout. Il y a aussi des adolescents, des mecs, mais il y a énormément, surtout des meufs, qui ont été intéressées par les vampires. Parce qu'avec Twilight, avec Vampire Diaries, je regardais pas Vampire Diaries à l'époque, mais bref, toute cette hype qu'il y avait, genre dans les années 2010, début 2010, autour des vampires, forcément, ça touchait énormément de filles. Voilà, je précise encore des filles, mais il peut y avoir tout type de genre. Et moi, comme d'hab, c'était too much. Donc du coup, ça aussi, ça a créé le fait d'être bizarre. Dès 12 ans, j'ai eu déjà un style un peu différent des autres ados. Donc ça aussi. Il y a beaucoup de choses qui ont fait que. Mais ce qui est très embêtant, c'est que encore aujourd'hui, à 25 ans, je me sens toujours bizarre. Et je me sens toujours en décalage avec les autres. Quand je vais dans un événement social, enfin bref, quand je sors, que je vais par exemple, je sais pas, à des soirées techno, que je vais à des soirées où il y a plein de personnes, des gens que je connais pas, surtout, je vais très très vite remarquer que les gens me regardent en mode je suis bizarre quoi. Je le sens très très vite cette sensation, mais c'est pas genre, c'est vraiment vrai. C'est-à-dire que c'est pas juste un ressenti, c'est pas juste. C'est-à-dire que pour moi, il y a quand même des signaux, genre quand une personne te regarde avec des gros yeux ou elle te sourit vaguement. Enfin, peut-être que c'est moi qui interprète trop, mais je pense que dans ce que je dis, il y a énormément de personnes qui vont s'y reconnaître. Je pense que vous entendez Athéna miauler derrière. Donc pour dire que voilà, même encore aujourd'hui, je me sens en décalage et je me sens
bizarre auprès des autres. Et je voulais faire une parenthèse encore sur les troubles et la psychologie. D'ici quelques mois, je vais passer un premier test sur le TSA avec ma psychologue. Donc, ça ne sera pas un diagnostic. Forcément, il y aura des gens que je connais qui vont écouter ce podcast. Et forcément, en fait, je réfléchissais énormément à parler de TSA parce que déjà de moi-même, c'est-à-dire que j'ai un TDAH, j'ai un trouble borderline, j'ai un trouble bipolaire, j'ai un trouble anxieux, j'ai un syndrome de stress post-traumatique, j'ai des TCA, j'ai des 10, 3, parce que je fais aussi dyspraxique. Enfin bref, ça fait déjà pas mal de choses. Et si je dis que, imaginons, je suis diagnostiquée autiste, ça fait beaucoup là, non? Genre déjà de moi-même, je me dis non mais Mathilde, t'as pas tous les troubles du monde non plus. Donc je me doute que vous, qui m'écoutez, vous devez vous dire exactement la même chose. Vous dire mais c'est bon, genre au bout d'un moment, genre ça va. Genre t'as pas besoin d'avoir tous les troubles du monde. Et ce que je vous dirais, c'est qu'en fait le TSA, pour moi, c'est pas un diagnostic vital comme l'a été par exemple pour mon trouble borderline. Parce que si vous avez regardé ma dernière vidéo YouTube, qui date d'il y a plus d'1 an, je dis que j'ai été en suspicion du trouble borderline à l'âge de 13 ans et que j'ai été diagnostiquée à presque 21 ans. Donc ça a été très très long et vraiment pendant toutes ces années, je me demandais ce qui n'allait pas chez moi. Donc voilà, sans savoir aussi mon TDAH, parce qu'en fait on me l'a diagnostiqué à 8 ans et en fait ma mère m'en a parlé qu'en 2022, donc à presque 22 ans. Donc j'étais ravie de savoir que j'avais un TDAH, c'est-à-dire que ça aurait pu extrêmement m'aider de le savoir quand j'étais ado, rien que ça. Même enfant, j'aurais eu des aménagements à l'école, tout ça. Mais du coup, quand j'ai eu... ça, c'était vraiment genre le trouble borderline, c'était vraiment le diagnostic dont j'avais besoin parce que j'en étais persuadée. Et en fait, voilà, quand il a été posé, ce diagnostic, ça a été une libération. Je me souviens, j'étais complètement folle. C'est-à-dire, je me roulais dans l'herbe, je faisais des roulades, je sautais dans tous les sens. J'étais vraiment genre trop contente. Mais pour le TSA, ça serait plus des réponses à mes questions. Et on va dire ça expliquerait plein de choses de mon enfance ou même d'aujourd'hui qui ne sont pas explicables par mes autres troubles. Et c'est une conversation que j'ai eue avec une amie il y a très peu de temps sur le fait de me ranger dans des cases, que j'ai tout le temps besoin d'expliquer que j'ai telle réaction parce que j'ai tel trouble, etc. Et je lui ai expliqué que, comme je vous ai dit tout à l'heure, que du moment où j'ai eu mes diagnostics, ça m'a aidé à me comprendre, à aller mieux, à progresser. Et donc c'est aussi pour ça, et c'est pour moi, c'est assez rassurant de me mettre dans des cases. C'est rangé dans des tiroirs, tout simplement. Et ça c'est quelque chose, dans ma tête, tout est rangé dans des tiroirs. Je suis quelqu'un de très bordélique dans la vie, mais dans ma tête, tout est rangé dans des tiroirs. Tout est ordonné, même si à la fois c'est le bordel, parce que c'est le bordel. Mais genre tous mes souvenirs, par exemple, sont rangés dans des tiroirs. J'ai les dates, j'ai une très très bonne mémoire. Donc bref, tout est rangé dans des cases et j'ai ce besoin de savoir, de comprendre, de comprendre que telle chose c'est dû à telle chose parce que je me comprends mieux et du coup je vais mieux et du coup je progresse et je vais mieux. Mais je peux comprendre que pour d'autres personnes, ça soit complètement absurde et que ça soit vraiment en mode non mais je saurais même pas expliquer, je saurais même pas savoir exactement ce qui se passe dans la tête des gens qui ne veulent pas être rangés dans des cases. Et pour revenir sur le TSA, j'ai cherché sur internet quel test TSA était le plus fiable, genre un test internet, donc bien sûr encore une fois ce n'est pas un diagnostic, mais en fait c'est déjà un début pour ensuite aller faire un diagnostic. Et donc j'ai trouvé, attendez, je vais vous dire, ça s'appelle le test RAADS-R. Et en fait c'est un test genre très très long, je sais plus, je crois il y a 80 questions, un truc comme ça, et le minimum pour avoir un TSA, c'est 65 sur 240. Et moi, je suis à 140 sur 240. Donc, c'est quand même un score élevé, entre guillemets. En fait, pendant très longtemps, je me suis beaucoup renseignée sur tous les troubles et donc sur le TSA. Surtout parce que je connais des personnes qui ont un TSA. J'ai fait rentrer Athéna. Dis bonjour. Nous avons la visite de Mademoiselle Athéna. Bonjour, Nana. Nana qui miaule depuis tout à l'heure. Oui, maman, je veux venir. Oui, maman, je veux venir. Du coup, je disais que je connais des personnes qui ont un TSA et que
dans le TSA tel qu'on l'entend, je ne m'y reconnaissais pas. Surtout qu'en plus, en 2016, j'avais fait 2 semaines de stage en IME, donc dans des institutions faites pour les enfants qui ont des handicaps lourds, essentiellement des autistes non-verbaux. Forcément, voilà, quand on voit des autistes non-verbaux, on se dit, quand je me vois, je suis là en mode non. Et en fait, il y a environ 1 an, j'ai une copine qui va être diagnostiquée d'un TSA, mais qui, c'est certain qu'elle a un TSA. C'est elle qui a commencé à m'en parler. Elle était là en mode, mais Mathilde, tu penses pas à ça? Parce que, genre, ça me fait un peu penser, quand il y a des... Elle m'a dit que quand il y a des diagnostics multiples, c'est souvent qu'il y a un TSA à la base. Rien que par exemple pour le trouble borderline, très souvent c'est un TSA enfant qui, en fait, avec la vie, va créer un trouble de la personnalité borderline. Je sais que je pars un peu dans tous les sens et je sais pas du tout ce que ça donnera quand je ferai le montage. J'ai déjà un peu écouté sur la caméra, j'espère que le son ne sera pas aussi dégueu que ce que j'ai pu entendre. Sinon ça voudra dire que j'ai tourné encore une fois une vidéo qui ne sera jamais postée et c'est extrêmement frustrant et énervant. Du coup, ouais, j'espère que ça sera pas trop chiant à écouter, dû au fait que très certainement ça part dans tous les sens. Mais du coup, pour revenir à l'enfant intérieur, j'ai écrit ça dans mes notes, mais c'était surtout par rapport au fait de se sentir en décalage, bizarre, etc. Genre encore aujourd'hui à l'âge adulte. Essayer aussi de le relier à son enfant intérieur, de moins... En fait, c'est ce que Léa, elle dit beaucoup, et c'est clairement quelque chose que je pense depuis très longtemps aussi, c'est que avec notre petit nous, on est beaucoup moins critique et méchant. Enfin, du moins, quand je pense à la moi de 4 ans, genre par exemple, c'est ma psychologue qui m'a dit un truc. Parce que, par exemple, justement, par rapport au fait de me sentir bizarre, très souvent, c'est parce que je parle beaucoup. Et que je peux sortir des phrases par impulsion, et que du coup, les gens me regardent beaucoup en mode bizarre, comme je disais tout à l'heure. Et du coup, je disais à ma psy que ça m'arrive très souvent dans ce genre de moment, quand je vois les gens me regarder comme ça, ou que je pars dans tous les sens quand je suis avec un groupe, ou que je vais trop dans les détails, que je commence à partir, genre on parle d'une de mes passions, et je pars dans tous les sens, et je vais trop loin, tout ça. Je suis dans ma tête du genre à me dire, mais tais-toi. Ça, je le dis sans gros mots, mais dans ma tête, je le dis avec des gros mots. Et du coup, je l'ai dit à ma psy. Et elle m'a dit, mais Mathilde, vous vous rendez compte à quel point vous êtes dure avec vous. Et quand elle m'a dit ça, j'ai pensé à si je disais ça à la moi de 4 ans. Et tout d'un coup, je m'en suis tellement voulu de me dire ça, genre, de penser à la moi petite, de m'imaginer lui dire de se la fermer, alors que la moi enfant, j'ai qu'une seule envie, c'est de la prendre dans mes bras, de lui dire que je suis là, parce que pour moi, la seule adulte dont j'avais besoin, c'était la moi de maintenant. Et ça m'a brisé le cœur. Et du coup, en vrai, ça a pas mal marché qu'elle m'ait dit ça, parce que depuis, à chaque fois que je commence à penser à ce genre de choses, à chaque fois que je commence à me dire tais-toi ou t'es conne ou genre vraiment des trucs pas cool, je pense à ça et je me dis mais non, je peux pas faire ça. Ça m'a beaucoup aidé qu'elle m'ait dit ça. En plus, je voulais dire un autre truc par rapport à ça, mais j'ai complètement oublié. C'est extrêmement frustrant, ça aussi. Et du coup, pour finir, parce que du coup, je n'arrive pas à retrouver ce que je voulais dire, je voulais finir sur le lien qu'il peut y avoir avec le TDAH, le TSA et tout type de neuro-A. À savoir que les neuro-A, donc il y a le TDAH, le TSA, les 10, oui. Et il me semble aussi qu'il y a l'hypersensibilité, je suis pas sûre, mais non. Parce que l'hypersensibilité, c'est un trait de personnalité, c'est un trait de caractère, c'est pas... Tu n'es pas hypersensible. De moins de ce que je sais, tu n'es pas hypersensible. Tu le deviens. Mais il y a aussi les HPE et les HPI. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui critiquent ça. Sauf que, pour le coup, tu n'es pas diagnostiqué HPI ou HPE. Mais on part du principe que t'es HPI si t'as un QI très élevé. Donc, c'est que tu as passé le test avec un médecin. Donc c'est légitime. Mais bon, j'ai envie de vous dire, c'est comme ceux qui arrivent à dire que bipolaire, c'est qu'on change d'humeur d'un jour à l'autre. Donc, voilà. Et du coup, en soi, donc par rapport à tout ça, d'être neuro-A, forcément, ou dans la plupart des cas, je connais plein de personnes TSA qui ne ressentent pas forcément ce côté-là,
Même si extérieurement on leur fait ressentir, les autres leur fait ressentir qu'ils sont différents, il y en a certains qui ne le vivent pas vraiment, qui le savent, mais qui s'en foutent, ou qui juste ça les atteint pas. Enfin, généralement c'est les TSA. Je connais pas de personnes qui ont un TDAH et qui sont indifférents face au fait d'être différents et de se faire rejeter par rapport à ça. Enfin, si, peut-être mon copain, qui est très indifférent pour tout ce que les autres peuvent penser de lui. Et alors, il n'a pas de diagnostic vraiment du TDAH, mais il y a beaucoup de choses dont pendant son enfance, mais je ne vais pas parler de ça parce que ce n'est pas moi et je ne veux pas parler de sa vie à lui. Mais en tout cas, voilà, c'est extrêmement possible qu'il ait un TDAH. Et lui, pour le coup, il est complètement indifférent face aux autres. Voilà. Mais en général, d'être neuro-A, on va forcément ressentir ça parce que on est différent. Genre, on est neuro-atypique. Donc, dans neuro-A, voilà, il y a le mot atypique. Donc, forcément, voilà, c'est qu'on est atypique. Donc, on est différent et les gens nous voient différemment. Et malheureusement, il y a énormément de personnes neuro-A qui ont vécu du harcèlement scolaire, que ce soit du harcèlement scolaire ou même du harcèlement au travail ou quoi que ce soit. Moi, je sais que travailler, c'est très compliqué. Là, je travaille je suis en CDD au boulot de ma maman. C'est-à-dire, c'est là où travaille ma mère qui, en fait, c'est une petite entreprise. On est vraiment très très peu et les patrons sont extrêmement gentils et d'ailleurs mon appartement, la propriétaire, c'est ma patronne. Et je fais un 16 heures parce que j'ai une RQTH. Pour ceux qui savent pas, c'est une reconnaissance travailleur handicapé et donc ça me permet d'avoir un 16 heures, d'avoir des aménagements et tout ça. Vu que je travaille dans les bureaux, déjà niveau pause, je peux les prendre quand je veux. Contrairement à l'époque où j'étais dans le commerce et que dans le commerce, tu peux avoir une pause de 5 minutes toutes les 6 heures. Oui. Donc là, l'avantage, c'est que, c'est-à-dire que par exemple, le matin, je travaille de 9h30 à 12h30. J'arrive tous les jours en retard. Ça aussi, c'est un avantage, c'est que vu que je travaille avec ma maman et que les patrons sont au courant de mes troubles, ils sont beaucoup plus compréhensibles, si, je sais pas, vous m'avez compris, sur mes troubles, tout simplement. Ils savent que c'est-à-dire que je fais vraiment en sorte d'être à l'heure, mais c'est très très compliqué, je gère extrêmement mal mon temps, même si je fais en sorte il se passe toujours plein de choses, et puis tous les matins, c'est-à-dire je suis l'une des rares personnes qui ont un TDAH, mais qui n'oublie jamais rien. Ou c'est très 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 rare. Mais du coup, le matin, avant d'aller au boulot, je mets toutes les affaires que je dois mettre dans mon sac à un endroit sur la table. Sauf que ça m'arrive très souvent d'oublier, par exemple, du moins j'y pense juste avant de partir, donc du coup ça me fait reperdre 5 minutes, mais de prendre mon traitement. Et donc je repars et je dois prendre mon traitement. Sauf que du coup, forcément, ça me fait perdre quelques minutes tous les jours parce que j'essaye de penser à telle ou telle ou telle chose. Il suffit que, alors très souvent, j'essaie de préparer ma tenue la veille pour éviter que le matin je sois là en mode putain, je sais pas comment m'habiller, nanani, nanana. Donc du coup, j'essaie de faire ce genre de choses, sauf que très souvent, le lendemain ça va pas. Ou alors, je sais pas, j'ai pas envie au final. Ou du coup, ça me fait reperdre du temps. Après, là, les exemples que je vous donne, c'est des exemples que n'importe qui peut avoir sans forcément avoir de troubles. Sauf que les 3/4 des gens, ils arrivent plutôt bien à trouver des solutions à leurs problèmes et ils arrivent à être à leur boulot. Ce qui n'est pas mon cas. Mais en gros, pour revenir au sujet principal, c'est très compliqué d'avoir un boulot quand t'es neuro-A parce que quel que soit le trouble neuro-A, enfin bref, quel que soit, voilà, c'est compliqué d'avoir un boulot stable, qui dure. Déjà parce que le monde du travail, les patrons, les 3/4 en ont rien à faire de toi. Donc ils vont pas se plier à tes petits bobos, à tes petits problèmes. Ils vont pas se casser les fesses à faire des aménagements de poste, d'emploi du temps pour telle ou telle personne. C'est-à-dire que très souvent, les personnes qui ont des postes personnes handicapées, c'est que dans les entreprises, les patrons doivent avoir 7% de personnes handicapées. Donc en fait, pour eux, c'est plus une obligation que par bonté de cœur, tout simplement. Donc, j'ai énormément de chance. Il y a énormément de personnes neuro-A qui arrivent à bosser, qui arrivent à trouver leur place dans le monde du boulot, mais on est énormément à se sentir en décalage, rejeté, mis de côté, jugé. Surtout que, ça aussi, c'est un épisode que j'aimerais faire, mais sur
Enfin, je l'ai noté. C'est le deuxième podcast que j'ai écrit sur la minimisation des troubles, sur les diagnostics, sur le jugement, le rejet, la désinformation aussi. J'aimerais beaucoup faire un podcast là-dessus sur la désinformation des troubles. Donc, comme je le disais tout à l'heure, sur le trouble bipolaire. J'ai pas encore mangé. Il est presque 22h et j'ai pas encore mangé. Je travaille demain. D'ailleurs, il y a ça aussi. C'est que du coup, vu que je fais un 16h, on a pu aménager un emploi du temps qui fait que je travaille lundi toute la journée, mardi matin et mercredi toute la journée. Donc après, j'ai un week-end de 4 jours. Ça, c'est incroyable. Donc là, il me reste que demain et après, je suis en week-end. Faut que j'arrive à me coucher tôt parce que ça aussi, c'est un gros problème et c'est un problème que les neuroas ont énormément, enfin les personnes qui ont un TDAH beaucoup. C'est que très souvent, le pic d'idées, de créativité arrive le soir. L'heure à laquelle t'es censé aller te coucher, c'est le moment où t'es là en mode « Ah, mais si je faisais ça, et si je faisais ça, ah, ça serait trop cool si je faisais ça. » Et c'est fatigant, parce qu'après, toi, t'as pas envie de résister à cette envie, parce que des fois même, ça m'empêche de dormir. Ça m'empêche de dormir, d'avoir des envies, des idées. Je suis en mode « Non, mais là, j'ai trop envie de faire ça. Je peux pas attendre. Je peux pas attendre demain. Demain, c'est loin. » Surtout que des fois, le lendemain, t'as pas le temps. Et que souvent, le seul moment où t'as le temps, c'est le soir. Sauf que vu que tu gères mal ton temps, il faut que tu gères le fait de te faire à manger, de prendre ta douche, de t'occuper de la maison, de regarder tes séries. Parce que moi, en fait, j'ai vraiment un rituel. Et si je ne respecte pas mon rituel, je ne peux pas m'endormir. J'en sais. Enfin bref, je pense, vu que j'ai énormément divagué, vraiment j'espère que ça sera pas trop what the fuck au montage, vraiment. Pour finir cet épisode, j'avais une petite question parce que là pour le moment je n'ai vraiment aucune idée sur le nom que j'ai envie de donner au podcast. Enfin, si, j'ai plein d'idées, mais j'ai besoin de votre aide pour me dire lequel est le mieux. J'ai déjà fait des sondages mais en amis proches sur Instagram, sur mon compte privé, donc avec mes potes. Bref, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 idées de blaze podcast. Je vous l'ai dit, il y a mousse au mot. Mousse au mot. Et les mots, genre en mode les mots émotionnels. Mousse de mots. Donc pareil, mais à la place de homo, c'est 2 mots. Soit soleil au mot. Soleil de mots. En fait, soleil, c'est parce que on me dit très souvent que je suis quelqu'un de solaire. Et je suis lion. Le lion, c'est relié à la planète du soleil. Enfin, tout ça. Ensuite, j'ai eu l'idée du coup de lion-mot. Voilà, parce que du coup, ça fait lion-mot. Lionceau, lion-mot. C'est pas mal. Et la dernière idée, c'est fait des mots. Parce que, en fait, c'est surtout Edwige qui, donc une amie à moi, qui m'appelle sa petite fée. Et je sais pas, genre, je me suis dit, ah, ça pourrait être rigolo, genre, fait des mots. Mais je sais pas, vraiment il n'y a pas de... Tous, je les aime tous. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous pourrez me dire en commentaire lequel vous préférez ou alors en message privé, ça me va aussi. Pour me dire voilà, lequel vous trouvez que c'est le plus cool. En tout cas, j'espère que cet épisode de podcast vous a plu. Mon tout premier épisode. Enfin, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire ou pareil en message privé. Et je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, prenez soin des autres et à très vite. Bisous.